Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pasquale Frassanito. Bonjour Laurent, merci, c'est moi qui te remercie, c'est une belle opportunité, ça me fait plaisir. Eh bien, merci à toi de rejoindre ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'UX design dans l'événementiel et nous allons aborder un peu plus tard le sujet. Avant de commencer, je vais demander donc à Pasquale de pouvoir se présenter, son nom, prénom, voilà, il vous l'a donné, mais également sa formation, son métier aujourd'hui, et également qu'est-ce que c'est que Hopscotch. C'est à toi. Merci Laurent. J'ai un Master 2 à Sup des Pubs en Data Strategy, Marketing Digital et User Experience. Et aujourd'hui, je travaille chez Hopscotch Group, ça fait à peu près un an. Donc Hopscotch Group est sur Paris, voilà. Oui, on est sur Paris, mais on est un peu partout dans le monde. On est dans 33 pays. Hopscotch Group, c'est le premier réseau international qui intègre l'événementiel et le PR. Et c'est super chouette de travailler ici, c'est une super ambiance. Je suis totalement à l'aise dans ces beaux bâtiments à Paris. Super, fantastique. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ta formation ainsi que de ton métier, ce que tu fais chez Hopscotch, s'il te plaît? Oui, alors Hopscotch, non, d'abord on commence par la formation, voilà, selon les règles. Donc Sup des Pubs, en fait, c'est une école de communication basée à Paris, Bordeaux et Lyon aussi, je crois. Donc j'ai pris mon Master 2 l'année dernière parce que j'étais passionné, enfin, j'ai donné suite à mes études en Italie. Eh bien oui, si vous n'avez pas remarqué, je suis italien. Euh, donc, j'ai donné suite à mes études en communication et donc j'ai terminé mes études ici à Paris. Sup des Pubs, en fait, ça m'a permis de me former, d'acquérir des expertises. Tout ce qui ça concerne donc les marketing digital, l'utilisation du data. Alors, on ne rentre pas dans les délires de ce que c'est les data, big Non, non, data. non. On a Chacun voilà, ira voir sur Internet ce que c'est. exactement. Et UX, ou User Experience, pour qu'il soit parlant un peu plus pour tout le monde. Alors, mon métier aujourd'hui, il est axé sur une partie en interne et une partie en externe. Donc ici, on est 600 collaborateurs et bien sûr, on a des outils informatiques, digitaux qui tous les collaborateurs utilisent pour travailler ensemble et produire nos récords, nos événements, tout en fait ce qui ça concerne en fait nos corps de métier. Et ben en fait il faut se dire que ces 600 personnes ils interagissent entre eux, mais jusqu'à présent en fait ici chez Hopscotch il n'avait pas un profil un responsable UX et donc ces sujets c'était pas forcément pris en considération, D'accord, ça se faisait un peu naturellement mais c'était pas ça n'entrait pas dans un corps de métier. d'accord, très bien. Donc, j'ai un peu cette fierté de dire, bah, si on a un UX chez Hopscotch, c'est un peu grâce à moi. Et si tout le monde connaît aussi ce que ça veut dire UX aujourd'hui. D'accord. Et puis, bah, plus, du coup, accès en externe, ça veut dire, en fait, du moment qu'on est en conception d'un événement, pour lequel, il a toute une démarche, du coup, UX prend en considération l'utilisateur ou les visiteurs, si on parle d'un événement que bah, mérite en fait son attention. Donc, je fais un exemple. Si on est sur un salon, n'importe lequel, le Paris Air Lab, voilà, il est dans ces jours-là. Et ben en fait, il faut considérer que les visiteurs, ils arrivent à une certaine heure, qu'ils ont besoin à un moment donné de s'asseoir, qu'ils ont besoin de se nourrir. Les parkings, est-ce qu'il y a assez de places? Est-ce que, en fait, voilà, tout ce que c'est en plus, tout ce que c'est les détails, qui après ça permet de réaliser un événement qui marche bien et que en fait les clients, enfin, il est content parce que justement, si les visiteurs est satisfait, et ben les clients, il est satisfait. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui est pris plus en considération. euh, un peu grâce à ma présence. Et moi, j'intègre en fait cette démarche dans tous les événements où je suis impliqué.
D'accord. Comme vous l'avez entendu, Pasquale a déjà commencé à parler du sujet en réalité. Eh bien, en fait, comme je vous le disais en introduction, le sujet est l'UX design dans l'événementiel ou pourquoi un UX designer dans une agence d'événementiel. Alors tout d'abord, la première question, c'est pourquoi es-tu devenu UX designer? C'est une bonne question. Je me suis posé cette question plusieurs fois. Je suis arrivé à la conclusion en fait que on ne devient pas UX, mais on l'est. Et en fait, juste on le découvre. Donc, D'accord. depuis que je suis jeune, en fait, je me rends compte que j'ai une approche vers la vie, euh, que en fait c'est une approche UX. C'est poser les bonnes questions. Pourquoi certains mécanismes de la vie dans les quotidiens, jour par jour, quand on se balade en ville, dans n'importe quelle situation, en fait, je pense que si on se pose les bonnes questions et on cherche les causes de pourquoi ces mécanismes ils se mettent en place, on est déjà en partie UX. Oui, je suis assez d'accord Voilà. là-dessus. Après, il a toute une partie de passion, des compétences à développer. Donc ça, bon, Oui, bien c'est une sûr, autre voie personnelle, hein. tout à fait. Mais je pense, oui, que j'étais déjà UX avant de l'écrire sur mon CV. D'accord. Et donc, tu nous expliquais un peu ce qu'est l'UX design pour toi, tu l'introduisais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'UX design pour toi? Si je peux faire un exemple différent, un UX designer, s'il lance par exemple son projet personnel, il ne pense pas d'abord au business plan, au business model, mais il pense en fait à la valeur ajoutée que sa solution, son projet peut apporter aux gens. Donc, moi, c'est un peu ma façon de vivre, de penser. Et aujourd'hui, en fait, trop souvent, on entend dire attends, on n'a pas les budgets pour faire ça, on ne peut pas faire de la recherche, euh, t'inquiète, ça va marcher. Et bon, après, à un moment donné, on se rend compte, en Hmm. fait, que les mots UX, ça arrive quand même. Parce que bah, si tu lances un projet sans avoir fait de la recherche, sans avoir étudié les destinataires, les personnes qui vont utiliser ton offre, ton service, et ben, à un moment donné, ça va ressortir. Donc, je pense que c'est une question d'évolution du contexte dans lequel tu travailles. Donc, ici, moi, je suis assez satisfait parce que je suis dans un contexte où les gens, ils apprécient et ils voient la vraie valeur d'une expertise UX. Je ne te cache pas qu'au début, j'ai entendu dire plusieurs fois ah ouais, mais on n'a pas le temps, t'inquiète, on ne va pas le Et faire. puis ça sert à Et rien. après, on s'écrache, à un moment donné, on Hmm, hmm, s'écrache. hmm. Tout Et à bien fait. sûr, ça va coûter plus cher. Parce que, bon, on rentre peut-être un peu dans le vif du sujet, mais si on prototype, si on fait des bêta-tests, si en fait on considère, en fait, si on intègre une démarche UX du début, enfin, c'est vrai, ça prend un peu plus de temps, mais après, en fait, c'est une descente, parce que tu as plein de risques et tout ça se passe naturellement bien. Si tu n'intègres pas ça, donc une démarche UX, il faut être prêt à l'imprévu et avoir une réaction assez speed, parce qu'en fait, les projets, bah, il faut les délivrer au bon moment et Hmm. voilà, il faut être Absolument, oui, réactif, tout quoi. à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors donc, comment toi tu intègres l'UX design au sein de chez Hopscotch alors? Oui, donc, Tu l'introduisais tout à l'heure un petit peu oui, sur les deux parties, mais concrètement, ça donne quoi en fait? alors concrètement, donc c'est pour ça que je vous parlais de la partie plutôt informatique, donc DSI, tout ce que c'est les services IT, donc l'informatique dans une agence assez grande, donc où je Ouais, me qui répète réunit 600 peut-être, voilà, collaborateurs, c'est 600 ce que tu... collaborateurs, Voilà. oui. Donc tout au début, moi je suis arrivé chez Hopscotch pour intégrer un projet digital de communication et information auprès des collaborateurs. Et l'idée, c'était justement de mettre en place des outils pour faire en sorte en fait que les collaborateurs ils soient plus formés sur ces outils-là. Donc nous, on a notamment la suite Microsoft. Bon, ok, Word, ça parle à tout le monde, PowerPoint, ok, mais il a plein d'autres offres que ils sont présents dans les packs Microsoft Office et que les gens ils n'utilisent pas ou qui ne sont pas forcément intéressés parce qu'ils disent bah je connais pas, je le fais pas. Donc voilà, c'était un peu ça les corps du projet.
Je pense à Teams, je pense à Forms, à tout, Hum, voilà ce hum. que c'est. D'accord. Et puis, l'évolution naturelle, c'était en fait d'intégrer un projet toujours en interne au début sur l'intelligence collective. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui marche très très bien, s'appelle Strike. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de dire à nos collaborateurs, il n'y a pas de créa, il n'y a pas de cerveaux qui sont meilleurs des autres. Tout le monde peut apporter son expertise et sa créativité, son imagination auprès d'un projet, surtout en phase d'idéation. Donc Strike, ce qu'il fait, c'est justement de booster cette intelligence collective à travers les biais du jeu. Donc voilà, tout le monde connaît ça, hein. Du moment qu'on est en train de Hum. jouer, eh ben, on est obligé à jouer, sinon on ne joue pas. Donc nous, on a mis en place un jeu de cartes qui booste en fait la créativité. Et du moment que tu es timide ou que tu dis ouais mais mon idée c'est pas top, je ne veux pas le dire, et ben là tu es en train de jouer, bah, tu le dis. Et plusieurs fois, c'est là la bonne idée. Et en phase finale, comme je disais tout à l'heure, en fait, voilà, je suis sollicité plusieurs fois pour intégrer des projets externes. Donc, c'est l'exemple du Paris Air Lab, c'était le cas. Les mondiales de l'auto également, bah, c'est un gros sujet. Je suis intégré pour développer et la partie donc wireframe, tout ce que c'est création. Alors là, on est plutôt vraiment sur la partie digitale. Comment créer une application, comment on crée vraiment l'expérience du visiteur et en digital et en physique. Et donc ça, c'est le cas du mondial, c'est mon projet actuel, ça me passionne. En plus, voilà, je suis super passionné des bagnoles, ça ne pouvait pas se faire mieux que ça, Le rêve. le rêve. Et donc, est-ce que tu interviens également? Tu parlais du mondial de l'auto auquel Hopscotch va participer, donc le prochain, donc en 2020. Est-ce que toi, tu interviens en tant que UX designer, par exemple, dans les parcours réels des utilisateurs, ben, des visiteurs, on va dire, et que ça soit par exemple poser une vitrine ici, poser un écran plus là parce que le visiteur va mieux le voir, ou tout simplement optimiser les parcours réels, physiques des futurs utilisateurs. Tout à fait, Laurent, oui, c'est bien ça. On reste sur l'exemple du mondial parce que, bon, quelques personnes d'entre vous, ils se retrouvaient dans des salons comme les mondiales où ils sont un peu des compagnons forcés. Et dans les mondiales, bah, bien sûr, il a pas mal. Donc, mon travail, c'est de dire ces compagnons, ces visiteurs, ils ne doivent pas être forcés. Justement, l'idée, c'est de dire on offre des parcours, des expériences à ces gens qui, à la fin de la journée, ils disent bah, enfin, c'était pas trop mal, tu as bien fait de, pas de m'obliger, mais quand même de me forcer à te suivre parce que, bon, tu adores les voitures, tu adores tout ce que c'est euh, à deux roues au plus mais moi, bon, ça ne m'intéresse pas. Et ben, mon objectif, c'est de faire dire à cette personne-là, à la fin de l'expérience, c'était top, l'année prochaine, bah, on y va parce que franchement, c'était pas mal. Donc, parcours visiteur, l'expérience concrète, donc voilà, si on intègre de la bière, pourquoi pas. Alors après, il a toute la partie logistique, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut penser que si on a 1 million de visiteurs, ces personnes, ils ont des besoins physiques basiques, hein, mais il faut les prendre en compte. C'est tous D'accord. les détails de l'UX, donc considérer l'ensemble des besoins de l'être humain et bah, donner l'attention qu'il mérite. Et pour terminer, on a un projet en fait de lancer une application qui permet en fait cette expérience physique mais aussi en digital donc qui soit optimale. Mon travail aussi c'est de faire en sorte qu'en fait ce soit pas vraiment quelque chose de différent ou de vraiment pas relié le digital et la partie physique. Donc une application il faut que ça offre vraiment des services qui te permet en fait du moment que tu es sur les salons ou dans les événements à côté et bah, d'être dans un flou naturel et qu'enfin tu te rends même pas compte que bah, T'es passé de l'un à l'autre, voilà etc. exactement l'idée D'accord. c'est de booster en fait cette expérience au mieux quoi. Donc ça veut dire que ça demande quand même pas mal de semaines ou de mois de travail. Tout à fait, Laurent. Il faut savoir que les salons du mondial, je reste encore sur le même exemple, c'est dans un an, même plus, c'est en 2020, octobre. Et ben, on est déjà à fond. On est en train de maqueter, sélectionner tout ce que ça peut être les meilleures solutions, notamment la billetterie, notamment du coup l'intégration de la billetterie dans
dans l'application. Et tout ça, ça demande du wireframing, donc créer vraiment les parcours à partir de zéro, enfin à partir de zéro, à partir des études qui, quand même, sur lesquelles on se base. Donc on a nos personas, on a, je faisais l'exemple des compagnons forcés, on a les New Excited, c'est les New Excited pour les personnes qui ne sont pas forcément impliquées comme moi, c'est tout ce qui en fait ça concerne nouvelle mobilité, donc trottinette électrique, gyrophare, D'accord, ok. voilà. On parle des mobilités, donc bien sûr on a la voiture, bien sûr on a les motos, mais à côté on a tout un écosystème qu'il faut prendre en compte. Et en fait ces communautés-là, donc ici chez Hopscotch, nous on n'a pas des cibles, on vise personne, parce que du moment qu'on vise quelqu'un, cette personne. C'est réduire aussi le reste de la population. Exactement, et en fait, nous, on ne veut pas attaquer quelqu'un, en fait, on veut juste l'intéresser et créer une liaison avec cette personne-là. Nous, on parle de D'accord. capital relationnel, ça veut dire que nous, on cherche d'offrir des contenus qui s'intéressent à quelqu'un. Si on parle sur une segmentation classique, donc quelqu'un qui est à middle management, qui gagne bien sa vie, et ben, si on reste dans les marketing traditionnels, on va dire que cette personne, il est intéressé à s'acheter une voiture de luxe. D'accord. Voilà. Bah, nous, non, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on dit cette personne a des intérêts. Ça peut être la musique, ça peut être les vélos. Donc, bah, on va lui parler plutôt au vélo, aux musiques. Et on ne D'accord. va pas créer des stéréotypes. Donc, on parle des communautés. Et ces communautés, ils font après tous les publics, tous les visiteurs qui vont être présents sur les salons, sur tous les événements. Et ben nous, on cherche des rentrées, en fait, par les intérêts de chacun d'entre eux. D'accord, ok, d'accord. C'est intéressant comme approche parce que du coup, c'est des cibles, c'est des groupes de population plutôt qu'un utilisateur en particulier, ce qui est peut-être plus difficile d'avoir une approche d'utilisateur unique, on va dire, alors que c'est plus facile avec un groupe. C'est ça Oui, que... oui, oui, c'est ça, en fait, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas se permettre de dire on fait un événement pour juste une catégorie de personnes. D'accord. Ça n'intéresse pas nos clients et chez Hopscotch aussi, ça ne nous intéresse pas. Parce que justement, du moment qu'on a un événement que c'est participatif et que les gens ils s'intéressent parce que justement, on lui propose ce que c'est intéressant pour eux, et ben là, un événement, il est réussi. D'accord, ok. Si on fait un événement sur l'aviation, donc je fais l'exemple du Paris Air Lab pour changer, Mhm. bah, on a des enfants, on a des familles, on a des jeunes, on a des personnes âgées que peut-être ils sont quand même intéressés par l'aviation. On a après toute une partie B2B et B2C. Donc vraiment aujourd'hui, un événement, ça s'est construit en prenant en considération tous ces éléments-là. Et c'est la clé en fait de faire un événement qui réussit. D'accord, très bien. Ok. Euh, et pourquoi donc l'UX est aussi important aujourd'hui chez Hopscotch dans une agence d'événementiel? Et ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, Laurent, ici chez Hopscotch, ne connaissait pas forcément l'UX autant que, Que dans une agence digitale voilà, que dans propre une ou voilà. agence. Oui, C'est un peu le stéréotype qu'on oui, trouve oui, tout à fait, partout. oui, oui. Même dehors, moi, quand je dis je suis X, ils disent ah, ok, tu travailles dans le digital, tu fais des maquettes, tu fais des wireframes. Oui, aussi, mais c'est pas que ça. L'UX, si on peut parler de l'évolution de ce métier-là, donc c'était l'ergonome, c'était la personne qui s'occupait du bien-être au travail. Et après, ça a évolué dans le temps. Donc aujourd'hui, on parle de UX, on parle de CX, on parle de UI, mais en vrai, on est des ergonomes. On est des gens qui tiennent à cœur l'expérience quotidienne sur le travail. Et à part ça, parce que sinon ça va passer comme si on est des gens qui font du bénévolat, ou qu'on est super gentils et tout. Et non, pas encore. Pas encore, mais bon, concrètement, je reste sur l'ergonomie du coup. Si moi j'ai une chaise au travail tous les jours qui est inconfortable, à un moment donné, je vais être en arrêt maladie et je vais avoir des problèmes de dos Hmm, vers la fin de ma vie. Bon, j'espère pas, mais quand même. Donc en fait, la société il s'est rendu compte de cette importance sur des faits concrets et ils se sont dit, tiens, cette chaise, ça coûte un peu plus cher, mais elle a des beaux accoudoirs, elle est réglable et ben en fait, ça va permettre peut-être sur l'année que le 10% des gens qui ont mal au dos, ça baisse à 5% ou à zéro.
pourquoi pas. Donc voilà, après, on a des secteurs à côté comme les chefs office. Non, pardon, je me trompe à chaque fois. En fait, c'est la personne qui s'occupe du bonheur au travail. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, c'est l'évolution, selon moi, toujours de l'ergonome avec des branches qui sont parties un peu dans tous les sens parce qu'on prend en considération vraiment les contextes globaux des gens qui travaillent et aussi, bon, du coup, de l'utilisateur de ces gens-là. D'accord. Qu'est-ce que toi, tu retires de ton expérience aujourd'hui d'UX designer chez Hopscotch? On rappelle juste que tu es là depuis un an, c'est ça? Ah non, quelques mois, Un oui. an et quelques mois, voilà. Donc c'était quelque chose de nouveau chez Hopscotch. Voilà, donc tu as fait aussi de l'évangélisation, comme vous l'aurez compris. Bah, je suis assez fier en fait tu disais en fait c'était un peu ça, c'était de l'évangélisation, donc que les gens ils soient quand même assez ouverts et intéressés euh, à des nouveaux métiers, aux profils comme les miens. D'accord. Donc ça, c'est très important parce que ça permet en fait de s'intégrer et d'être assez à l'aise, à part chacun a son caractère personnel, mais quand même de dévoiler ses intérêts et ses passions et ses compétences. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Ah oui, bah, du coup, l'expérience, c'est positif parce que du coup, euh, en fait, ça m'a... La force d'Hopscotch, justement, c'est ça. C'est de dire, on est tout le temps en évolution. On ne peut pas se renfermer juste sur une expertise. Et en fait, du moment qu'il y a des gens qui sont motivés, passionnés et qui peuvent apporter concrètement une complémentarité d'expertise, et bah, tu es dans ton contexte naturel. D'accord. Donc, Hopscotch, au début, ça, en fait, c'était juste une société PR. D'accord. Et bah, c'était arrivé qu'en fait, Donc public relation, voilà, j'explique, excuse-moi. relations publiques, exactement. À un moment donné, ils se sont rendus compte que si on veut parler de quelque chose, il faut avoir du contenu. Et bah, à ce moment-là, en fait, ils ont dit, OK, on fait des événements. Parce qu'il faut qu'on parle quand même de quelque chose, des expériences des gens qui vivent. Et après, à un moment donné, bah, le digital, donc Internet a débarqué. Et bah, c'était l'explosion parce que du coup, grâce à Internet, tout ça, c'est super rapide. Donc, l'information, ça passe vite et on a besoin en fait tout le temps de nouvelles expertises et compétences pour faire en sorte en fait d'être compétitif sur les marchés. Donc, même si on n'est pas une société prêtement digitale, et moi, je ne suis pas un UX digital, je le répète, pas 100%, voilà. En fait, on est complémentaires. Donc, moi, j'apporte mon expertise ici et pour dire attention, les points de vue UX, ça vous dit ceci. Faisons comme ça parce que bah, c'est mieux. Et les personnes que j'ai en face, ils sont assez intelligents, intéressés et ouvertes de dire ok, tu as raison, parlons-en parce que voilà, c'est aussi en fait un terrain pour évoluer, échanger et apprendre tous les jours aussi des autres profils. Parce qu'attention, on a comme on disait, des relations publiques, on a du digital, bon, un peu à côté, ils ne sont pas ici chez nous, je parle de nos amis des Even, mais ça fait partie du groupe Hopscotch. D'accord. On a toute une partie événementielle, on fait des congrès, on fait du travel, on fait... Bref, c'est une mini-société. Voilà, ça se passe très très bien. J'espère de pouvoir continuer dans les années à venir ici. Enfin, c'est mon objectif, mais bon, après, à voir. C'est jamais sûr, mais bon. Merci Pasquale. On continue. Quelles erreurs as-tu fait ici ou ailleurs dans ta vie, dans ta vie d'UX designer? Peut-être que Oui, tu peux nous expliquer, nous donner un exemple ou deux ou plusieurs. comme ça, je te dirais tout de suite, j'ai découvert trop tard d'être un UX. J'ai pensé que ce que c'était évident pour moi, c'était évident pour tout le monde. Donc, de ne pas avoir des compétences spécifiques particulières. Donc, quand j'ai dit j'ai découvert d'être UX, c'était du moment en fait que tu te confrontes avec d'autres gens. Et ce que c'est évident pour toi d'avoir quelque chose de fonctionnel, bah, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord. Ça, tu l'as découvert quand tu étais à Sub de Pub ou plus Non, je l'ai tard? découvert avant. Ah, d'accord, Donc, avant, d'accord. oui, oui. Ouais, je suis arrivé en France, ça fait à peu près 8 ans. D'accord. Et donc j'avais mes études en communication, j'étais plutôt sur un parcours assez classique, humaniste, voilà. Donc sémiotique, sémiologie, psychologie cognitive, Ah oui, d'accord. voilà. D'accord, ok. Donc ça c'est ma première formation en communication.
Et puis voilà, dans l'évolution au fil du temps, je ne fais pas toute l'histoire parce que bon, ça n'intéresse personne. Mais jour par jour, en fait, je me rendais compte que j'étais intéressé les enjeux que la vie te propose tous les jours. Et je me pose chaque fois des questions. Je me dis, mais pourquoi ça fait comme ça? Et si on faisait comme ça? Et enfin, tu te rends compte que c'est vrai, en fait. Il y a d'autres gens qui, à un moment donné, ils trouvent la solution au problème que toi t'as posé. Non, mais c'est vrai. Et on est d'accord. Donc voilà, et c'est là, en fait, que j'ai décidé, du coup, de prendre un Master 2 chez Sup des Pubs. Et une fois j'étais là, je me dis, oui, je suis un UX et je suis fier. Donc, si vous devez suivre le conseil de Pasquale, bah, c'est si vous raisonnez comme lui, mettez-vous tout de suite pardon, à l'UX design parce que n'attendez pas, c'est Oui, assez important. Je vous pense que êtes, voilà, c'est une qualité que c'est pas évident, c'est pas à tout le monde. Et si dans votre tête, en ce moment, ça bouge un peu, vous vous posez des questions que ça concerne justement comment vous vous approchez à la vie, eh ben, perdez pas de temps. Moi, j'ai fait cette erreur-là. J'ai attendu 30 ans. Bon, pendant tout ça, j'ai changé de pays, hein, donc voilà. Mais lancez-vous parce que c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est mon d'accord. conseil. Ok. Quelle réussite es-tu fier dans ta vie professionnelle, que ce soit chez Hopscotch ou peut-être avant? Alors, je suis déjà fier du moment que je me pose la question sur un problème de la vie. Après, je vois, même si c'est pas moi-même, que quelqu'un d'autre, bah, il a trouvé cette solution pour moi. Mhm. Donc, je me dis, bah, c'est bien. Je ne l'ai pas fait en première personne, mais ça veut dire que j'avais bien remarqué les problèmes ou quand même un point d'amélioration. Parce que, voilà, en fait, il faut se dire aussi que le métier du X, il n'est jamais fini. On peut toujours faire mieux. Ah oui, tout à fait, on est Voilà, d'accord. tu Tout es à fait. d'accord avec moi. Donc ça déjà c'est pas mal. Et ici auprès d'Hopscotch, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est une petite fierté de dire quand même dans un groupe, troisième groupe mondial, bon, l'approche UX en soi-même, c'était pas forcément en priorité. Bah, aujourd'hui, je suis mis en valeur, je suis à l'aise, tout le monde sait ce que ça veut dire maintenant UX. Donc voilà, je pense que à part si on parle de moi ou de quelqu'un d'autre, du moment qu'on arrive à faire de l'évangélisation directe ou pas sur les métiers du X, bah, c'est une sorte de fierté quand même. Donc c'est bien. J'espère que ça continue comme ça partout. Très bien. Avant de terminer, je voudrais poser donc trois questions à Pasquale. Tout d'abord, dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi dans le futur? Sans forcément citer une société en particulier, un Hmm. annonceur, parce que bon, Ça peut être voilà, voilà, ça peut être un type de société, voilà, tout à fait. voilà, j'aimerais bien en fait que la prochaine société prend en considération justement ce que ça peut être vraiment la partie finale de chaque projet, donc vraiment l'utilisation du service ou du produit. Il a des sociétés comme Amazon qui ont fait de ça un empire. Tout à fait. Voilà, on est bien d'accord que quand même Amazon, client, là on parle du CX, mais quand même, c'est la personne qui utilise le site et les services Amazon, c'est la priorité, c'est tous les business tournent autour de l'acheteur. Donc voilà. Absolument, oui, tout à fait. Donc je pense que c'est la bonne voie, parce que bon, on ne met pas en discussion quand même les pouvoirs aujourd'hui d'Amazon. Mais voilà, ce serait bien en fait si ici en France, je parle pas d'Italie parce que bon, quand même, c'est pas le sujet, mais quand même, voilà, on peut partout en fait, dans toutes les sociétés actuelles, bah, les gens qui ont le pouvoir pour décider et dire ce que c'est prioritaire ou pas, ils voient vraiment l'intérêt de dire, ok, faisons les choses bien à partir du destinataire du service ou du produit. Et donc, si un jour, bah, je suis plus chez Hopscotch, mais je suis dans une société où j'ai pas forcément besoin d'évangéliser, d'expliquer pourquoi faire de la recherche, pourquoi faire du design thinking, pourquoi prototyper, faire des crash tests et tout ce qu'il faut, et bah, c'est bien parce qu'en fait, on est productif plus tôt, quoi. D'accord, ok, effectivement, ouais. Autre question, qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer? Une autre bonne question, Laurent. Merci. Franchement, je ne sais pas forcément comment te répondre. Je pense que ce qui c'est bien en fait voilà, du métier du X, c'est qu'après l'apport personnel de chacun, les points de vue, les caractères, la façon d'être, c'est aussi important que les compétences. D'accord. Donc je pense que chaque UX en soi-même a ses qualités et chaque UX en fait c'est différent dans notre UX.
Il a l'UX qui est plus formé en digital au début et c'est plutôt sa passion. Et donc, voilà, il est plus focalisé sur tout ce que c'est digital, ou, voilà, plus application. D'accord. Moi, personnellement, je suis plus, comme je disais tout à l'heure, d'une formation humaniste. J'ai toujours mis en valeur tout ce que c'est psychologie cognitive, tout ce que c'est la sociologie et donc comment on interagit dans la société et aussi en fait l'essence, l'effet d'essence qu'on donne avec des mots, des phrases ou des objets, et en fait ce qu'on veut communiquer, le message, voilà, en soi-même. Donc pour moi, les digital, c'est plutôt les moyens, c'est pas la partie principale de mon métier. Et peut-être, voilà, c'est ça ma différence par rapport aux autres UX. Mais voilà, en même temps, je ne vais pas stéréotyper. Peut-être que la plupart du UX, ils sont juste vus comme des gens digitaux et qu'enfin, bah, franchement, c'est toujours en évolution. Donc voilà, on parle de comment on a intégré une démarche UX chez Hopscotch, donc société événementielle, relations publiques. Il y a peut-être des sociétés en ce moment, ils sont en train de se créer, qui ont déjà besoin du UX et bah, qui ne sont pas forcément au courant, mais que voilà, ça va se faire dans les jours à venir. Donc je pense en fait que l'approche UX, on peut l'exploiter un peu partout. Et c'est ça, en fait, la vraie force de ce métier-là, c'est qu'on n'est pas forcément dans un secteur spécifique. Si tu es passionné des voitures, eh bah, tu as des parcours clients visiteurs pour les voitures. Si tu es passionné des fenêtres, bah, c'est la même chose. Donc voilà, je trouve que c'est la vraie force du métier, c'est cela. D'accord, ok. Après, il a aussi une partie un peu plus, pas morale, mais j'ai fait un exemple concret, hein. Il a une campagne de la RATP fait dernièrement dans les métros. Et en fait, enfin, l'objectif, c'est en fait, c'est d'inciter les gens à jeter, pas forcément pour faire les tri, mais à jeter quand même ces déchets dans les poubelles. D'accord. Et en fait, ce que j'aime pas de cette campagne, c'est que c'est un peu pointer du doigt la personne que va à jeter par terre ou pas son déchet. Donc ça, c'est vrai. Mais à côté de cela, il a plein de gens qui font l'effort de jeter la peau des bananes ou le bout des papiers dans la poubelle. Et bah, pourquoi il faut les mépriser si ces gens ils font les efforts? Donc ce que je veux dire, c'est que si on fait une campagne d'information ou de formation, il faut arrêter en fait de mépriser les gens s'ils ne font pas des efforts. C'est nous, autant OX, à trouver les bonnes solutions et les bons messages pour faire en sorte que cet effort soit naturel. Mais si tu m'agresses, entre guillemets, et tu me dis au début, t'es pas bien, fais un effort, c'est pas sorcière, tu peux jeter ton papier dans la poubelle. Bah, en fait, peut-être que les gens qui font déjà un effort, ils se sont dévalorisés et bizarrement, tu vas avoir un effet contraire. Donc, plus de déchets enfin dans les stations de métro. Ouais, d'accord, ok. Tu vois, c'est un peu ça en fait. Donc, il faut aussi se dire, arrêtons de demander des efforts gratuits aux gens quand en fait, bah, si nous déjà on ne fait pas des efforts, institutions ou voilà, nous qui gérons les services, et bah ça ne matche pas. Donc voilà, moi je pense pas, c'est très rare que je pense que la faute soit de l'utilisateur. D'accord. Pour reprendre cette campagne que tu citais, est-ce que d'après toi, du coup, est-ce que la RATP aurait dû faire deux campagnes, c'est-à-dire une positive et une un peu, ou avoir un autre message dans la même campagne? Comment que toi tu l'aurais vu? On n'a pas parlé du mot pédagogie, mais je pense peut-être qu'un UX, un bon communicateur, il est d'abord pédagogue, Hmm. si on demande toujours des efforts. Donc, comme un bon prof d'école, quand tu fais une erreur, au lieu de te tabasser, il dit, regarde, tu fais comme ça, la prochaine fois, si tu fais comme ça, eh ben, ton résultat sera meilleur. Donc, je pense que c'est un peu cette idée-là. Au lieu de dire, ou de faire deux campagnes, parce que bon, parfois, voilà, on ne peut pas forcément, donc ça, je suis bien conscient. Mais au lieu de dire, ce n'est pas sorcière, ou encore un pas pour que tu jettes ton déchet dans la poubelle, ils auraient pu juste mettre des données. J'ai fait un exemple, hein, voilà, ça me vient comme ça, c'est vraiment sans prétention, sans forcément dire que c'est la bonne voie. Mais dire, grâce à vous, en 2018, hein, donc là en 2019, en 2018, on a récolté, je ne sais pas combien de Tant tonnes, de déchets. voilà, Hmm. merci de continuer comme ça. Donc moi, méchant que je jette par terre et pas dans la poubelle, je me dis, ok, si je fais un effort, ça sert à quelque chose. Une fois sur deux, bah, je vais les jeter. Et après, en fait, avec cette démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on valorise cet effort et enfin, bah bon, tu n'auras pas les 100% parce qu'il y a toujours des gens qui vont pas le faire, mais c'est différent, tu vois, tu es en train de valoriser ce que tu as fait et tu donnes des données concrètes.
Donc tu dis, voilà ce qui ça a apporté, continuons comme ça. Et on est ensemble. C'est pas toi les méchants et moi les gentils. Et après, juste pour terminer, concrètement, toujours dans les transports, je pense à Gare de l'Est. Donc on a des bacs pour trier cette fois-là les journaux. Erreur X, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué l'accès, donc vous savez, les pots où on jette les journaux, et ben ils ont fait une sorte de fissure, pas assez large, pour faire en sorte en fait que les gens ils jettent juste les journaux et pas d'autres déchets. Ce qu'ils n'ont pas considéré. Donc, din, la démarche UX, c'est que qu'est-ce qu'ils font les gens des Hungars? Ils courent parce qu'ils sont pressés. Il a toujours un train qui est en train de partir. Donc, est-ce qu'il y a, à votre avis, monsieur de la SNCF ou de la personne qui s'occupait de ces poubelles qui, passez-moi le terme, ça sert à rien, parce que du coup, ils sont vides. Les journaux, ils sont à côté ou les pots à l'ouverture complète. Les gens, ils prennent le temps de s'arrêter et bien viser la fissure que vous avez pensée. Voilà, donc ce que je vais dire concrètement, c'est arrêtons de mépriser les gens, disons qu'on est ensemble à faire des efforts et je pense que ça va aller mieux. D'accord, très bien. Ben, merci pour cet exposé, pardon. La dernière question, c'est comment tu vois ton métier dans 10 ans, par exemple? Je profite pour remercier Laurent pour cette opportunité parce que ça me rend vraiment heureux de pouvoir participer. Non, mais vraiment. Donc voilà, tout au début, je disais, mais est-ce que mon accent ça va ou va pas? Bref, Laurent, il est super. Pour terminer avec ta question, je pense, je suis pas sûr, mais j'espère, je pense que l'évolution de l'UX en soi-même, sans parler forcément de moi, c'est de se dire on crée des services qui sont bien pour l'utilisateur premier, donc la personne qui est en trottinette, bien sûr, il faut qu'il soit quand sa trottinette elle est déchargée. Je parle de la location des... Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Paris, il y a quelques-unes trottinettes électriques qui se baladent. Ces engins-là, ils sont super. Bon, à part tous les problèmes qu'ils peuvent causer, mais bon, là, on rentre pas dans la démarche UX ou pas, mais juste un truc, juste quelque chose vraiment assez simple. Tu mets un bip pour dire que la trottinette, elle est déchargée. Ces bips, c'est bien pour la personne qui utilise la trottinette, Hmm. mais en même temps, il a des potentiels utilisateurs prochains de la trottinette qui vont pas la prendre parce que ces bips, en fait, ça dérange d'autres personnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut créer, j'espère, dans un futur pas trop loin, des services et des objets qui répondent aux besoins de l'utilisateur premier. Mais si on est assez fort, nous, UX, il faut se dire aussi, il y a d'autres utilisateurs indirects qui peuvent être dans les jours à venir des vrais utilisateurs, mais il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas en fait que ces services, même s'ils répondent à tous les besoins de l'utilisateur premier, ça dérange les autres gens, les autres contextes qu'il y a tout à côté. Et ça serait vraiment un top parce que ça veut dire en fait qu'on fait de chaque objet au service vraiment quelque chose d'optimal dans l'utilisation parce que c'est bien pour la personne qui l'utilise premièrement, mais aussi pour tous les contextes qu'il a à côté. Donc, d'accord. Donc, ce que tu veux dire en fait par là, c'est que dans 10 ans, tu t'espères qu'il y ait plus de pédagogie, du X design qui soit disséminé à travers la France, à travers le monde. C'est une sorte de mix entre l'RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc voilà, on fait un événement, on ne met pas des milliers de mètres carrés de moquettes parce que ça va polluer. Mhm. Donc, on ne met pas des moquettes parce que bah, on peut faire quelque chose de beau même si on n'utilise pas de la moquette parce que la moquette, bah, c'est évident que c'est difficile à la trier, à la recycler après. Donc voilà, je pense que dans les objets en général, ce serait bien en fait si on considère aussi l'impact qu'ils ont pendant ou après l'utilisation. Voilà, c'est toujours l'idée de l'effort. Ok, on peut faire des efforts, nous, en tant qu'utilisateurs, mais on aimerait bien, à un moment donné, de voir de l'autre côté des efforts pour dire, ok, on est tous engagés, on est tous responsables de notre avenir. Donc, voilà, c'est pas toujours l'utilisateur final qui doit faire le plus. C'est ensemble qu'on peut faire, en fait, avoir des résultats concrets avant que bah, soit trop tard, oh, j'en sais rien, mais quand même, voilà, il faut arrêter de réfléchir juste avec les portefeuilles. D'accord, ok. Pour conclure cette interview avec Pasquale, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, quel serait ce conseil, malgré tout ce que tu viens de dire, qui était très intéressant? Ce que je peux conseiller, c'est dans un point de vue totalement personnel, n'arrêtez pas de croire
ce que vous pensez soit correct. En fait, voilà, tous les gens qui arrivent à réussir dans la vie, c'est parce qu'en fait, ils sont déterminés. Les compétences, ça arrive. La détermination, la motivation, en fait, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Mais si on la développe, en fait, on se rend compte à un moment donné que c'est la vraie clé pour arriver à atteindre ses objectifs. On n'a jamais vu quelqu'un qui réussit dans sa vie qu'à un moment donné, il n'y croyait pas. Ça marche D'accord. pas. Donc ça, dans n'importe quel secteur vous êtes. Et concernant l'UX, tout ce que c'est vraiment l'expérience des gens, imposez-vous dans le sens que même si c'est pas évident, même si ça respecte pas les logiques du marketing classique, voilà, je fais un exemple pour conclure. Si on se pose la question que pourquoi faire du beau design, et je parle du design global, donc voilà, pourquoi faire du beau design alors ça coûte beaucoup trop cher, bah, il faut se poser une autre question plutôt. Combien ça me coûte un mauvais design? Donc en fait, un mauvais design, ça veut dire que ça gâche un peu les projets en global. Donc ça veut dire en fait que votre projet, vous n'y croyez pas. Parce que vous faites quelque D'accord. chose que, dites, il faut le faire, mais voilà, en fait, je ne suis pas prêt à m'investir plus que ça. Il faut faire un effort au début, et après, en fait, on a quelque chose qui est vraiment bien, donc n'importe de quoi on parle, et donc je pense que c'est la bonne démarche. Après, bon, chacun a ses idées, je ne suis pas là pour dire voilà, ce qui c'est mieux ou pas. Mais je pense, oui, si on parle juste d'un conseil, c'est ce que je dis. Les gens qui nous écoutent, non, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, toi, Laurent, avec ces podcasts. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Tu t'engages sur des idéaux que voilà, on voit pas tous les jours. Donc, j'apprécie. C'est très bien. C'est un peu de l'évangélisation. Je pense que, enfin, indirect, dans le sens que ça porte de la lumière à tout ce que c'est UX, UI, CX, à cette métier un peu de niche. Et enfin, en fait, on se rend compte que je pense que c'est bien d'écouter ces podcasts, même si on n'est pas forcément dans ces corps de métier, mais même si on est à côté, chez l'annonceur, dans une autre boîte de com, dans une start-up, voilà, je pense que c'est assez important et intéressant en fait d'écouter ces podcasts. Bon, je ne parle pas de moi, je parle de toute la chaîne podcast, attention. Mais c'est appréciable en fait ce que tu fais. Et je pense que voilà, c'est bien de continuer comme ça, même si je pense que ça te demande des efforts quand même. Voilà, il faut se déplacer. Aujourd'hui, tu es ici, Shopscotch. Voilà, donc c'est pas évident. Et donc, un bravo public pour ce que tu fais. Eh bien, merci beaucoup, C'est Pascolé. Je moi. ne m'attendais pas du tout à ça. Encore merci d'être intervenu aujourd'hui dans ce podcast. Merci. Et donc, je vous dis donc à très bientôt pour le prochain podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!